Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Donc je continue sur ma lancée de vidéos où je viens vous parler de mes lectures de l'année. Quand cette vidéo-ci va sortir, il y en aura déjà deux autres de publiés. Donc si vous les avez pas regardés, je vous conseille d'aller les voir. Parce que la première vidéo, c'est sur mes lectures de janvier, février et mars. Ma deuxième vidéo sur mes lectures d'avril, mai et juin. Et ben là, justement, comme vous l'aurez probablement vu par le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ben ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures de juillet à août et septembre. Donc, je vais me lancer là-dessus. Donc, pour mes lectures de juillet, j'ai entre autres lu Réponse. Je me l'étais acheté, puis finalement, je l'ai lu en livre audio. Donc, je l'ai écouté. Puis, c'est ça, il y a un incendie qui est arrivé dans un hôpital psychiatrique. Je vais vous lire le résumé, en fait, parce que c'est plein de petites lignes. Un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée. Une adolescente capturée à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée. Un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre. Et l'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. C'est pas le meilleur conte interdit que j'ai lu / écouté. En fait, c'est pas lui que j'ai préféré. Je sais que Gothel, qui est sorti dans le même univers, je sais pas si je vais le lire, le deuxième, parce que ben ça, je l'ai pas super aimé. Mais c'est ça, déjà de base, les contes interdits, j'ai les plus par curiosité, plus que autre chose. Il y en a certains qui ont de l'air bons. J'ai entre autres, ben, j'ai lu La Reine des Glaces, la Reine des Neiges, c'est ça. Puis je l'avais bien aimé parce que ça faisait un peu peur, mais tu sais, c'est pas le plus intense que j'ai lu jusqu'à maintenant. Puis c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire, lui, je l'ai pas plus aimé qu'il faut. J'ai aussi lu La Malédiction des Saints de Kate Dramis. Je l'ai reçu en service presse des éditions Flammarion Québec. Je fais partie d'un club de lecture des éditions Édito et Flammarion. C'est regroupé ensemble. Et justement, c'est une des lectures que j'ai reçues et que j'ai beaucoup aimé. En gros, on suit Aya, qui est espionne d'élite au service de la reine. Puis, ben, faut vraiment qu'elle soit disciplinée et tout. Parce qu'elle a des capacités que les dieux lui ont données pour empêcher que la magie noire revienne à Tala, où qu'elle habite. Et donc, elle fait le serment de toujours protéger ceux qui se battent à côté, incluant son rival Will, qui est l'exécuteur de la reine. Donc, là, il y a des rumeurs de la trahison d'un royaume voisin. Ben, Aya et Will sont envoyés pour essayer de démystifier tout ça. Mais Aya va libérer une puissance que tout le monde pensait perdue. Et ben là, il y a une terrible question qui revient à la surface. Et si elle n'était qu'une arme dans cette guerre qu'elle ne comprend pas? C'est vraiment une lecture intéressante. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le début, je le trouvais un peu lent, mais dès que j'étais embarquée, je l'ai dévoré. Tu sais, c'est quand même une petite brique. C'est quasiment 550 pages. Mais je l'ai lu, genre, dès que c'est ça, comme je le disais, dès que j'ai embarqué dedans, je l'ai dévoré et j'ai vraiment hâte que le deuxième tome
soit traduit en français. Je me croise les doigts pour le recevoir en service presse. Puis même si je le reçois pas en service presse, c'est sûr que je vais me l'acheter parce que le premier tome était vraiment bon. J'ai un autre service presse que j'ai lu au mois de juillet. C'est Charlie Muskrat de Harold Johnson, publié chez l'édition Anne-Norac. C'est l'histoire de Charlie Musrat qui part chasser l'orignal. Puis il veut vraiment pas revenir bredouille à sa femme. Donc, il retrouve son camion, Prince Albert. Non, il se retrouve à Prince Albert dans sa voiture qu'il a prénommée Tonnerre, ainsi que sa carabine. Puis là, il va partir justement à la chasse et il va faire la rencontre de plusieurs autostoppeurs qui sont venus du monde des mythes et des histoires anciennes. Le trickster Wessa Kikak, je ne sais pas si je prononce bien. Il y a les dieux de l'Olympe aussi qui font de l'autostop avec lui, des écrivains, des philosophes et des politiciens. Et justement, Charlie va faire le tour du Canada, de Saskatoon à Toronto et de Winnipeg à Sudbury, en passant par Trenton et Ottawa. Donc, il y a beaucoup de réflexions et de personnages qui se succèdent. Puis la question dans ce livre-là, c'est est-ce que Charlie et Tonnerre trouveront la route du retour? Honnêtement, je l'ai aimé, mais genre, par bout, je trouvais ça difficile de suivre l'histoire. Parce que là, c'est pas que... Attends, on suit Charlie, mais on suit parfois le trickster, donc Wessa Kikak. Puis ça se joue un peu de la balle dans l'histoire, fait que parfois j'avais un peu de difficulté à suivre. Puis la façon dont Charlie parlait parfois, surtout au départ, j'avais pas nécessairement tout compris ce qu'il disait. Puis quand j'ai compris la signification de ce qu'il disait, je suis comme, ah, ok, je comprends maintenant. Puis on dirait que ça fait pas trop de sens ce que je dis, mais en tout cas, bref, c'est une bonne lecture, pas nécessairement pour tout le monde, je l'admets, mais tu sais, c'est un petit 200 pages qui, je trouve, se lit quand même assez bien, malgré tout. Dans mon mois de juillet, j'ai aussi lu le tome 5, le tome 6, le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9 de Magasin Général. Ça m'a pris du temps pour suivre le Magasin Général parce qu'il me semble que c'est mois de mai ou juin que j'avais lu les 4 premiers tomes. En fait, c'est que je les avais empruntés à la bibliothèque, les 9 tomes, parce que je me suis dit pourquoi pas. Et là, puis je m'étais dit, je vais me faire une soirée, je les lis toutes. Finalement, cette soirée-là, j'en ai lu 4. Puis ça s'est arrêté là. Puis je me suis dit, je vais continuer comme à ma prochaine journée de congé. Finalement, les bibliothèques sont tombées en grève. Fait que je me suis dit, j'ai le temps de les lire. Je vais les lire un par soir, de temps en temps. Finalement, je les ai toutes lues d'un coup quand ça a été annoncé que les bibliothèques allaient réouvrir. Puis ça, c'est le fun, les relire. Parce que ça, j'ai déjà commencé la série au secondaire. Ma prof de français de secondaire 3 et de secondaire 5, j'ai eu la même prof ces 2 années-là. Elle les avait dans sa bibliothèque, du moins, ça, elle avait les premiers tomes. Je me souviens plus jusqu'à quel tome qu'elle avait, mais elle les avait pas tous. Et quand je les ai vus à la bibliothèque, je me suis dit, je veux les relire. Puis là, cette fois-ci, je les lis au complet. Et ça, j'ai aimé ça, pouvoir les redécouvrir avec un œil adulte, et c'est ça. Et j'ai aussi lu La Servante écarlate, mais la BD. Et ça, c'est une autre lecture que j'avais faite au secondaire, que j'avais vraiment pas aimé. Puis là, je voulais le relire parce que là, encore plus ces 2 derniers mois, mais déjà l'été passé, il y avait beaucoup de discours
autour de, surtout aux États-Unis, mais ça veut pas, ça se répercute dans les discussions, surtout médiatiques au Canada, ben, toutes les discussions autour de l'avortement. Puis là, ben, je me suis dit, ah, ben, je pourrais le relire. Ça me tentait pas de relire le livre papier. Fait que je me suis dit, je vais lire la BD. Éventuellement, j'aimerais ça relire le livre pour me faire vraiment plus une idée en tant qu'adulte, mais c'est pas tant ma priorité parce que je comprends le message du livre, je le trouve important et tout ça, mais c'est pas une lecture que j'aime ça faire dans mes temps libres, disons. Et j'ai tellement d'autres livres à lire que je préfère lire autre que lui. Fait que, bref, tout ça pour dire, je suis contente d'avoir lu le roman graphique, la BD. Pour ce qui est du livre, ça va attendre. Bon, pour mes lectures d'Aou, j'ai lu 7 livres. Un de mes livres préférés de l'année. Le garçon d'encre de Marie-Christine Chartier. Je l'ai vraiment aimé. En gros, c'est l'histoire de Maxine qui va assister aux funérailles de son père. C'est un peu à contre-cœur qu'elle retourne dans son village natal et ben, dans sa maison d'enfance. Un lieu tant redouté pour elle qu'elle a fui pendant 6 ans parce que c'est ça. Et le choc est brutal, ça la replonge dans plusieurs souvenirs, dans ses souvenirs les plus douloureux et ça confronte ses blessures qui ont été mal cicatrisées. Puis ça, elle compte rapidement repartir après les funérailles, mais à sa surprise, ben, le notaire l'attend avec une surprise qu'elle n'attendait pas, qu'elle aurait pas nécessairement voulu. Et pour toucher à son héritage, Maxine doit accepter une condition insolite et constreignante. Et malgré son irritation, elle va accepter sans se douter que sa vie en sera bousculée. Je trouvais que ce livre-là changeait un peu de la plume de Marie-Christine, sa plume habituelle. Déjà, juste à la couverture, quand j'ai vu que elle allait sortir un autre livre, je l'attendais avec impatience. J'avais une ancienne collègue qui l'attendait avec impatience. Fait que souvent, je regardais... je travaille dans un Archambault. Puis à ce moment-là, je travaillais dans un autre Archambault. Ah, bref. Je travaillais dans un Archambault. Puis moi et ma collègue, mon ancienne collègue, les deux, on l'attendait avec impatience. Et je regardais souvent la fiche produit dans notre système pour voir quand est-ce qu'on pourrait le réserver. Fait que quand j'ai vu qu'on pouvait le réserver, je l'ai réservé pour moi et pour ma collègue. Puis en même temps, j'ai vu la couverture. Puis je trouvais que ça faisait vraiment différent de ces autres. Tu sais, ces autres couvertures, déjà juste les couleurs étaient plus pastel, plus pâles, plus enjouées, on va dire. Puis le dessin aussi, souvent, le dessin il est différent. Puis j'en ai parlé avec ma collègue, puis même elle était comme, ah, c'est vrai que comparativement à ces autres livres, la couverture était différente. Fait que je m'attendais déjà à quelque chose de différent, juste à la couverture. Et c'est ça. Après, en lisant, c'est pas seulement la couverture qui était différente, mais aussi le contenu de l'histoire. Je vais pas trop m'avancer parce que la base de sa plume est quand même là. Ce que j'aime de sa plume est quand même là. C'est juste la forme de l'histoire est un peu différente de ses autres livres. Ça n'enlève rien à son livre, mais c'est ça. C'est différent. C'est beau. C'est doux. C'est difficile aussi par moments. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu en lecture commune avec MK Reads sur Instagram, Poussière d'été de Joanie Boutin, que j'ai dans l'ensemble assez apprécié. C'est l'histoire de Emma qui disait toujours que les tragédies rendent les gens... ben, en fait,
c'est pas l'histoire de Emma, c'est l'histoire de Maëlie qui perd sa meilleure amie Emma dans un accident. Puis justement, Emma disait toujours que les tragédies rendent les gens intéressants. Que sans elle, la vie est une autoroute en ligne droite entre deux champs de maïs et que pour profiter à plein du temps qu'on a, il vaut mieux emprunter les petites routes cabossées qui éclaboussent de la boue sur le pare-brise, font carotter le cœur jusqu'à ce qu'il craque et mènent au paysage qui donne envie de pleurer. Puis justement, Emma attendait sa tragédie avec fébrilité, mais sa tragédie à elle, c'était de mourir à 17 ans. Et c'est devenu justement la tragédie à Emma. Et un été, ses parents, à Maëlie, vont l'envoyer chez sa grand-mère aux États-Unis parce que, ben, c'est ça, tu sais, elle s'est enfermée dans un cocon suite à la mort de sa meilleure amie. Elle sauve plus tant ses parents. Puis elle angoisse beaucoup par rapport au retour au cégep. Donc, elle part chez sa grand-mère, justement, un été au Maine. Et elle va faire la rencontre d'un groupe de garçons qui vont devenir ses nouveaux amis. Et elle va aussi faire la rencontre d'un certain Olivier, avec qui ça va bien cliquer. L'histoire, je la trouvais vraiment belle, vraiment douce. Ben, je dis douce, mais comme d'un point de vue de... Genre, il y a une belle amélioration dans l'attitude du personnage. On voit toutes les étapes du deuil. Genre, c'est une belle histoire. Par contre, je trouve que parfois, les personnages, comment ils agissaient, on aurait dit qu'ils agissaient comme s'ils étaient plus jeunes. Parce que là, les personnages, il y avait comme autour de 18-19 ans, mais la façon dont ils agissaient, j'aurais plus dit qu'il y avait 15-16 ans maximum, même, ça, plus sur le 14-15-16 ans, plus que 18-19 ans. Il n'y a pas une tant grosse différence, mais à 18-19 ans, t'es un peu plus mature. C'est quand même assez jeune pour vivre le deuil de sa meilleure amie. Mais il y a certains passages que me semble une personne de 18 ans aurait pas réagi de cette façon-là. Les personnages, on dirait qu'ils étaient moins matures que l'âge qu'ils étaient supposés avoir. Fait que ça, je trouvais que ça manquait un peu là-dessus. Si d'emblée, par exemple, les personnages avaient eu justement 16-17 ans, plus 14, 15, 16 ans, j'aurais compris, puis j'aurais peut-être plus apprécié la lecture en sachant que il y avait cet âge-là. Mais là, il était plus vieux, mais il agissait comme s'il était plus jeune. Puis aussi, un truc que j'ai aimé dans le livre, j'essaie de trouver justement un exemple pour vous montrer. C'est divisé par un mois. Fait que, par exemple, là, juin, il y a juillet plus loin. J'essaie. Ben, ça, juillet à août. Il y a aussi septembre, octobre, novembre. Du moins, je sais qu'il y a septembre. Puis il me semble qu'il y a octobre aussi. Quelque chose. Ouais, ça, il y a octobre. Ça s'arrête à octobre. Mais je trouve que les mois de juin, juillet à août, ils étaient plus fournis. Puis je trouvais que dans les parties de septembre, excusez-moi, dans les parties de septembre et octobre, il manquait un peu de jus. Je trouvais que c'était un peu trop précipité. Oui, c'était la fin, oui, les mois de septembre et octobre, c'était la fin du roman, mais pour bien terminer le roman, je trouve que ça leur a pris un peu plus d'eau, un peu plus de chair autour de l'os, parce que là, je trouve que la fin était trop précipitée pour ce que l'histoire racontait, puis pour ce qui se passe dans ces mois-là. Parce que je veux rien dire qui spoil, mais il se passe des trucs importants dans les mois de septembre et octobre, mais comme on dirait quasiment que c'est sur un coup de tête, alors que clairement à la façon dont c'est écrit,
ça l'est pas. Mais comme, en tout cas, c'est ça. Fait que je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai tout de même beaucoup aimé ma lecture. Puis c'est ça. Je continue avec une autre lecture d'Ao. J'ai lu Nunavik, qui est une BD. Je l'ai acheté à la librairie Le Mot de Tasse pour le 12 août. J'ai acheté un livre québécois. Je me suis acheté d'autres livres au Archambault parce que j'ai un rabais au Archambault vu que je travaille. Mais je trouve quand même si je travaille dans un Archambault, je trouve que c'est quand même important de supporter nos librairies indépendantes. Donc, je me suis acheté une petite BD. Et je l'ai trouvée intéressante. C'est... attends, j'essaie de retrouver le résumé. Il me semble qu'il y en avait un. Mais en gros, c'est l'histoire d'un travailleur. Et je pense que justement, c'est... ben c'est ok. Nunavik. Michel Hellman devait terminer un livre intitulé Mile and Two. Il s'est donc rendu à Kuujjuaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, puis Povernitsuk, pour revenir de son voyage avec un livre intitulé Nunavik. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de l'écrivain / illustrateur sur son parcours à travers ces villes-là. Je l'ai trouvé intéressante. Il y avait beaucoup... C'est surtout un livre d'introspection, de découverte et tout. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis les images aussi, sont simples. Il n'y a pas de couleur, mais c'est quand même intéressant comme lecture. J'ai aussi lu Threads of Power de V.E. Schwab. C'est le tome 1 de la série et je l'ai reçu en service presse. C'est 7 ans après que les portes entre les mondes ont été scellées. 7 ans déjà que Cal, Lila et Holland se sont opposés à Osaron en un âpre combat. Donc les pouvoirs de Cal ont été brisés. Holland a perdu la vie. Et ça fait 7 ans aussi que Lila et Cal, ensemble, ont pris la mer. Et dans le Londres rouge, dans le fond, il y a différents Londres. Il y a le Londres rouge, le Londres blanc et le Londres gris. Puis il me semble qu'il y en a un quatrième. Noir, me semble. Ça, fait que le Ri Marèche, c'est lui qui règne sur Londres rouge. C'est le frère de Kel. Mais un vent de rébellion souffle sur sa capitale parce que la magie arrête pas de s'amenuiser, de devenir de plus en plus petit. Et il y a une rumeur qui dirait que c'est de la faute du roi. Dans le Londres blanc, c'est Kosika qui règne à ce moment-là. Et elle est prête à entraîner son peuple dans sa ferveur religieuse qui est nourrie de sang. Donc, tandis que les deux monarques luttent pour conserver leur couronne et leur tête, l'ordre de rentrer au pays semble, à leur grand regret, avoir sonné pour Lila et Kel. J'ai bien aimé ma lecture, c'est quand même une bonne lecture. Aussi, c'est une bonne brique qui est 755 pages. J'ai aimé ma lecture, mais j'ai appris par après qu'il y avait une autre trilogie qui venait avant. De ce que j'ai compris, ce livre-là et cette série-là peut se lire à part, mais c'est recommandé de lire l'autre série en premier, ce que j'en ai pas fait. Donc, je dois avouer qu'à certains moments, je me sentais perdue, je comprenais pas trop, mais c'est quand même bon. C'est sûr que je lis la suite. J'ai aussi lu Les Sœurs perdues de Holly Black. Une lecture, honnêtement, que j'aurais dû faire avant. Parce que c'est une nouvelle inédite qui se situe entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Donc, en ces deux livres-là,
les deux livres que j'ai lus. En fait, cette trilogie-là, je l'ai lue. Et moi, je l'ai lu alors que j'avais déjà lu les 3 tomes. Donc, encore une fois, j'étais un peu perdue. Je me rappelais plus trop ce qui s'est passé dans le premier tome. Fait que, vu que ça vient entre le premier et le deuxième tome, c'est ça. Je me sentais perdue. Mais, vu que c'est quand même une lecture rapide de... Même pas une... C'est une soixantaine de pages. Vu que c'est assez facile à lire, assez rapide, ben, ça me dérangeait pas trop de putain me rappeler de ce qui se passait dans le premier tome. Surtout que, ça, dans le fond, la trilogie de base se concentre surtout sur Jude, tandis que ce livre-là, c'est plus sur sa sœur Tyreen, qui tombe amoureuse de Locke, un des personnages importants dans la trilogie de base. Et ben, on en sait un peu moins sur Tyreen. Puis justement, ben, on en apprend un peu plus sur le pourquoi du comment de ce qu'elle fait. Fait que je trouvais ça intéressant pour ça. Bon, j'ai aussi lu Cœur de corbeau de Jessica Sabourin que j'ai reçu en service presse des éditions Lux et Nox. En gros, c'est Barbe Bleue, mais comme avec une twist. Puis ça, dans le fond, je me souviens plus du nom du personnage principal, mais l'homme qui représente Barbe Bleue, dans le fond, pour garder ses pouvoirs et pour vivre éternellement, il doit tuer 7 femmes qui l'ont aimé. Par contre, l'affaire, c'est que c'est pas n'importe qui peut l'apprécier. Ses pouvoirs font en sorte que la majorité des femmes ils veulent même pas le regarder de face. Ils sentent que quelque chose est bizarre par rapport à lui. Donc c'est vraiment des femmes au cœur pur, si on peut dire, qui tombent amoureux de lui. Et là, il est rendu à la 7e femme. Et là, il sent qu'il y a quelque chose de différent avec elle. Mais là, tu sais, il tergiverse entre est-ce que je la tue puis je reste vivant éternellement ou je cède à l'amour et je préfère l'amour. Je trouvais que le concept était vraiment intéressant. La plume de l'autrice, je l'ai bien aimée. Par contre, il manquait un petit quelque chose pour moi pour dire que je l'ai vraiment apprécié. C'est pas... Tu sais, c'est rien contre l'histoire, c'est rien contre l'autrice, mais c'est pas un livre qui était fait pour moi, je pense. Mais je pense qu'il y a quand même... je suis sûre qu'il y en a qui vont trouver l'histoire intéressante. Ben ça, moi déjà, le concept, je le trouvais super intéressant. Puis c'est ça qui m'a attiré à le demander en service presse. Donc, il y a un petit quelque chose qui m'a accroché. Malheureusement, ça n'a pas abouti quand j'ai fini de le lire. Mais c'est ça, il y a quelque chose là-dedans dans ce livre-là qui m'avait intéressé. Et j'ai aussi lu La bibliothécaire d'Auschwitz, la BD. C'est basé sur un livre qui a été écrit, genre un livre, d'après ça, le roman de Antonio G. Iturbi. Je me suis acheté le livre il y a quelques années. Je l'avais commencé, mais je trouvais que c'était vraiment rough comme histoire. Parce que, en gros, c'est l'histoire d'une petite fille et de sa famille qui se retrouvent malheureusement dans un camp, le camp d'Auschwitz, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et on se rappelle que dans ce temps-là, ben, les livres qui étaient considérés comme des pas purs ou à l'encontre de l'idée des idées de ce moment-là, ben, étaient brûlés. Et malgré tout, dans les camps, il y a certaines personnes qui ont réussi à faire rentrer des livres. Et ben, il y avait quelqu'un qui devait en prendre soin. Et ça a été cette petite fille-là qui, pendant un petit bout de temps, a dû s'occuper des livres au risque de mettre sa vie en péril parce qu'elle pouvait se faire tuer si on l'apprenait à avoir ces livres-là en sa possession. Puis ça, j'avais commencé le livre, mais je le trouvais vraiment rough. Puis souvent, je trouve que c'est plus facile de lire
une BD parce que les images, le côté visuel est déjà proposé. L'histoire est souvent plus courte, raccourcie, vu que justement, c'est très imagé. Puis s'il faisait le même nombre de pages que... ben s'il mettait toutes les mêmes péripéties dans la bande dessinée que dans le roman, ben ça ferait une grosse brique. Fait que ils doivent couper un peu dans l'histoire. Fait que tous les moments atroces, on les voit pas nécessairement tous dans la BD. Ce que j'ai apprécié parce qu'il y a certains moments que veux pas, c'est plus difficile que d'autres. Mais j'ai tout de même apprécié ma lecture. On en apprend toujours un peu plus sur ce temps-là quand on lit ce genre de livre-là. Et c'est ça. Et maintenant, pour le mois de septembre, j'ai lu 4 livres. Il y en a 3 qui c'est des mangas. Moi, je les compte à part entière comme étant des livres. Parce que même s'ils sont plus rapides à lire, pour ma part, personnellement, ça me prend au moins 1 heure lire un tome. Ce que je trouve quand même beaucoup pour une journée. Parce que c'est quand même 1 heure d'une journée que je prends à lire un manga. Je sais que les livres, souvent, ça prend plus qu'1 heure à les lire. Mais tu sais, par exemple, sauf si celui-là, du mois d'août, je l'ai considéré comme un livre parce que c'est du temps que j'ai pris pour le lire. Même affaire pour les livres audio. Je pars sur une petite tangente en ce moment, là. Mais ça, pour ma part, tout ce qui est... moi, peu importe le format d'un livre, je considère ça comme un livre. Si on prend le temps de le lire, que ce soit un livre audio, un livre papier, une BD ou un manga, ben, je trouve que je considère ça comme un livre. Bref, les 3 mangas que j'ai lus sont ces 3-là. C'est de la même série Chat de rue. Donc, le premier tome, le deuxième tome et le 3e tome. C'est l'histoire de Maruru, un chat domestique qui s'est enfui et il fait la rencontre de Hashi, qui est un vrai chat des rues aguerri. Et même si au départ, Hashi il est craintif de Maruru, ben, veut pas, l'un et l'autre vont s'adopter et vont arpenter les rues de la ville ensemble. Ça, dans les 3 tomes, on suit leur histoire. Et je sais qu'il y a un 4e tome qui va éventuellement sortir. Fait que vous pouvez être sûr que je vais me l'acheter quand il va sortir. Et j'ai lu les Jumeaux Croche-Morts, La Malédiction. C'est le premier tome de la série de Cassandra O'Donnell, publié chez l'édition Édito, que j'ai reçu en partenariat, justement, en service presse pour le club de lecture que je vous parlais un peu plus tôt. Il me semble que c'est dans cette vidéo aussi. Et en gros, c'est l'histoire de Silence et Ariel, Croche-Mort, qui, après plusieurs années d'exil, vont être soudainement rappelés dans leur manoir familial. Dans le manoir familial par leurs grands-parents, dont ils ignoraient l'existence. Puis les jumeaux se sentent pas trop chez eux, ils se sentent pas les bienvenus, même si c'est leurs grands-parents qui sont obligés à revenir. Et puis, ils découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Ils savent pas trop c'est quoi la malédiction, ils comprennent pas trop, les gens ils veulent pas vraiment leur en dire plus. Et ils remarquent, genre, il y a plein d'affaires bizarres qui leur arrivent. Genre, ils se font dire qu'il faut pas faut qu'ils reviennent avant la tombée de la nuit. Parce que la nuit, c'est vraiment dangereux, il y a des gens qui se font tuer. La maison semble vivante. Le manoir de leurs grands-parents semble vivant. Toute la ville semble détester Silence alors que ben, elle vient d'arriver en ville puis elle les connaît pas, fait qu'elle leur a rien fait. Fait que c'est ça, il y a plein de trucs bizarres qui arrivent. L'histoire, j'ai l'impression qu'elle va lentement, mais genre, il y a tellement d'affaires qui arrivent en même temps que ça se dévore comme livre. Puis je dis que ça se passe lentement, mais tu sais, il y a vraiment plein de péripéties. Mais ce qu'on apprend, c'est vraiment au compte-gouttes. Ça y va vraiment lentement, même si l'action va vraiment rapidement. D'où le pourquoi je l'ai dévoré, c'est que je veux en savoir plus, je veux en savoir plus. Pourquoi est-ce que ça arrive?
Puis aussi, ben, c'est un roman jeunesse. C'est écrit assez gros dans le livre. Fait que ça l'aide aussi à le lire rapidement. Et vraiment, je l'ai adoré. Donc, c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui pour sur mes lectures, en fait, de juillet à août et septembre. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans mes commentaires de soit autant mes lectures, si vous trouvez qu'il y en a qui ont l'air bonnes, ou aussi venir discuter de vos lectures du mois de juillet à août, septembre, ou même vos lectures courantes. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez mon contenu, puis à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Sinon, ben, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!